Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hors concours, le Zoom, deuxième épisode aujourd'hui à l'occasion duquel nous recevrons dans un instant l'architecte Philippe Chiambaretta. Il était venu dans notre studio il y a 2 ans maintenant dans le cadre du podcast hors concours. Le voici de retour à distance cette fois pour un Zoom sur un de ses projets. Nous allons tenter avec lui de comprendre tout le processus créatif qui mène à la construction d'un bâtiment. Depuis les premières esquisses jusqu'aux usages qui prennent place une fois celui-ci livré, en passant par des questions précises et concrètes relatives à la rénovation d'un patrimoine, les enjeux énergétiques ou encore la réflexion paysagère qu'il est possible de mener au cœur d'une ville dense. Cette émission va être diffusée, rediffusée, mise à disposition de tous, mais pour l'heure, aujourd'hui vendredi 3 décembre 2021, nous avons ouvert l'enregistrement en direct à quelques-uns de nos lecteurs qui ont pu s'inscrire cette semaine et qui vont pouvoir participer à la discussion. Alors je m'adresse à vous, chers amis, posez-nous vos questions, faites-nous part de vos remarques, demandez-nous des précisions sur ce qui va nous être montré. Hors concours, le Zoom vous est présenté par Equiton, matériaux de façade développés avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité. Bonjour Philippe Chiambaretta. Bonjour David. Vous allez bien Philippe, on vous entend, ça y est, tout fonctionne. Très bien. Merci, très bien. merci beaucoup d'être avec nous. On vous a quitté il y a 2 ans, on avait parlé 1 heure durant. Il était question de votre parcours, de votre apprentissage long et tardif de l'architecture. Vous obtenez à 39 ans votre diplôme d'architecte et créez dans la foulée l'agence PCA. Après 9 ans à diriger les activités internationales de Ricardo Bofill. Nous avions parlé aussi de l'enseignement de l'architecture, domaine complexe s'il en est, vous nous le disiez à l'époque. On avait parlé de l'Anthropocène, cette période dans laquelle nous vivons désormais qui amène un nouveau rapport au monde et par extension une nouvelle manière d'envisager nos villes. Et puis, nous avons également évoqué bien sûr la façon dont fonctionne votre agence entre un travail de maîtrise d'œuvre comme n'importe quelle agence et une partie de vos forces vives qui s'emploient à un vrai travail de recherche mené indépendamment de la maîtrise d'œuvre, mais qui vient parfois la nourrir. On avait eu en tout cas de très bons retours de nos éditeurs sur cet épisode. J'espère que de votre côté, l'expérience était bonne. Il était enfin question de quelques-uns de vos projets. On évoquait votre recherche sur les Champs-Élysées, mais aussi l'immeuble Le Cloud à Paris ou encore la tour Link à La Défense. Alors peut-être pour commencer, une question d'ouverture, une petite mise à jour de vos actualités depuis il y a 2 ans. Il y a eu quelques livraisons, je crois savoir. On avait justement une question, on avait proposé à nos lecteurs de poser en avance des questions pour vous, Philippe Chiambaretta, depuis notre compte Instagram. Et c'est Rémi qui nous demande où en est le projet de transformation des Champs-Élysées, tiens. Alors, bonjour. Oui, les Champs-Élysées, ça avait été une aventure un peu inédite pour nous, qui avait été en fait, qui est partie comme une réflexion en fait pour le Comité des Champs-Élysées, une association de loi 1901 qui nous avait interrogé sur cette idée de pouvoir réenchanter cette avenue. Et on a transformé dans une réflexion de recherche appliquée qui a donné lieu donc à une exposition au pavillon de l'Arsenal et qui proposait une vision de recherche qui était de se pencher sur un quartier de Paris, un quartier hautement symbolique, et d'en faire un peu une expérimentation pour pouvoir transformer, alors c'était vraiment une réflexion théorique à la base, comment aborder ce sujet de la ville métabolique. Oui, vous nous l'avez bien précisé, hein. D'ailleurs j'ai réécouté l'épisode, vous précisiez bien, bon pour l'instant c'est vraiment des recherches, c'est des propositions, c'est pas du tout l'idée de concevoir directement tout ce qui a été envisagé. C'est exact, mais il se trouve que la vision que l'on a proposée, qui se transformait ensuite en quelque chose d'assez concret, une réduction de nombre de voies sur les Champs-Élysées, de la transformation de la place de la Concorde, de la transformation de la place de l'Étoile, aussi en réenchantement des jardins au bas des champs, qui sont aujourd'hui des endroits totalement désertés, inaccessibles. Eh bien, cette vision a plutôt séduit à la fois les Parisiens, puisqu'on avait fait donc une consultation citoyenne pendant l'exposition, et puis a aussi intéressé de près la ville de Paris et son maire. Et donc la réflexion aujourd'hui se poursuit avec côté mairie et côté aussi des partenaires privés, de voir comment, après les JO, selon quel processus il serait possible de la mettre en œuvre
et d'enclencher cette transformation qui sera longue, mais qui serait tout à fait opportune pour cet endroit central dans Paris, mais aujourd'hui assez finalement déserté par les Parisiens en tout cas. Pour continuer sur les actualités, un peu la mise à jour, je le disais depuis notre dernière entrevue il y a 2 ans, également la revue Stream qui a sorti un nouveau numéro. Stream, c'est cette revue que vous sortez tous les 2, 3, 4 ans avec une partie de l'équipe de votre agence. Il y a un gros bouquin qui est sorti il y a quelques semaines. Parlez-nous-en peut-être en quelques mots. Oui, c'est un gros bouquin, effectivement, qui fait même 2 fois la taille des streams habituels parce que à la fois la pandémie et puis l'expérience Champs-Élysées qui nous a amené à faire un livre intermédiaire pour l'exposition a retardé un petit peu la sortie de Stream 5. Et donc, du coup, il est assez imposant. C'est une somme qui, comme d'habitude, réunit à peu près 36, une trentaine, même, je crois sur 36 sur ce livre-là intervenants. Donc, à la manière des précédents, on va à la fois interroger de la philosophie, des anthropologues, des sociologues, des informaticiens, des ingénieurs, des artistes. L'idée, chaque fois, c'est de prendre un thème central et où on va avoir cette approche kaléidoscopique et transdisciplinaire. Et Stream 5 s'intéresse au sujet des nouvelles intelligences. Et je veux dire par là, en fait, quel est le savoir, quelle est la connaissance que l'humanité, que Sapiens va devoir développer dans les 10 années à venir, les 10-20 années à venir, que l'on sait être tout à fait décisif pour pouvoir changer de trajectoire aujourd'hui, la façon dont on habite la planète. Donc ça, c'est venu de notre réflexion sur l'Anthropocène. On a aujourd'hui ce grand sujet de réapprendre à comment notre activité est en train de perturber l'ensemble du système vivant de la planète, ce qui nous avait amené dans Stream 4 à réfléchir à la question du vivant et de comment effectivement une meilleure connaissance de ces organismes, de ces métabolismes pourrait nous amener à repenser la ville et l'architecture. Et le temps du constat est aujourd'hui passé, donc on a voulu, dans ce Stream 5, se dire finalement concrètement comment on peut contribuer à changer les comportements. Donc cette question du think build, qui est un petit peu ce qu'on essaie de faire depuis 15 ans, c'est d'être dans une action recherche, une recherche-action permanence est encore plus urgente que d'habitude. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire la recherche fondamentale et puis ensuite la recherche appliquée et puis on doit faire tout ça en même temps. Oui, c'est ça qui est un peu le défi de notre époque. Et c'est bien effectivement la spécificité de votre agence que vous mettez en œuvre dans le cadre de cette revue Stream qui paraît toutes les quelques années, on va dire. Et en tout cas, ce dernier numéro est disponible. On peut l'acheter, je crois savoir, sur Internet. On peut aussi retrouver une bonne partie des articles, peut-être même tous, en ligne sur votre site web pca-stream.com. Une dernière actualité, et pas des moindres, on a parlé des Champs-Élysées, on a parlé de Stream, il y a eu quelques bâtiments, pas mal de bâtiments qui ont été livrés aussi depuis il y a 2 ans, et notamment un bâtiment de bureau que nous n'avions pas évoqué à l'époque. Il était pourtant en chantier à ce moment-là. Il est désormais livré et nous avons décidé d'en faire le sujet de ce 2e épisode de Hors Concours le Zoom. On l'appelle dans la nomenclature PCA Stream le 175 Haussmann. Je précise que les photos que nous allons voir sont signées Jean-Philippe Mesguen pour tout ce qui concerne le chantier et Salem Moustaphaoui pour les photos du bâtiment livré. On évoquera tout à l'heure le bâtiment construit, on va prendre le temps de présenter le chantier aussi. Dans un instant, nous parlerons de votre projet et de ce que vous avez voulu mettre en œuvre dans ce lieu. Mais d'abord, un petit point d'histoire. Le 175 Haussmann d'aujourd'hui, c'est le regroupement de 2 bâtiments des 19 et 20e siècles. Nous sommes à Paris, dans le 8e arrondissement, et 2 bâtiments prennent place côte à côte au numéro 173 et 175 du boulevard Haussmann. On voit actuellement dans l'image le 175 du boulevard Haussmann. Un bâtiment haussmannien assez banal dans la typologie des bâtiments haussmanniens, si ce n'est que par son emplacement en proue au croisement du boulevard Haussmann et de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ça lui donne une place particulière. Alors, c'est une place particulière à divers titres. D'abord parce que effectivement, on est sur le boulevard Haussmann et il faut savoir qu'en fait, le baron Haussmann est né et habité à proximité de ce carrefour. Et donc, qui
qui était au début du 19e siècle assez peu bâti quand même, puisqu'en fait on est près de la plaine Monceau, et donc on l'a vu dans l'étude des Champs-Élysées, c'est un secteur de Paris qui s'est très rapidement urbanisé sous le Second Empire, et donc il est à ce titre-là doublement symbolique parce qu'il est sur le boulevard Haussmann, à proximité même du lieu de naissance du baron Haussmann, donc il est assez iconique à ce titre, et avec cette position de proue entre deux axes quand même très connus de Paris, le Faubourg Saint-Honoré et le boulevard. Et on voit là effectivement une photo d'époque, c'est un immeuble qui a été construit en 1876, pardon. Et on voit derrière le bâtiment une dent creuse ou un bâtiment plus bas, qui va donc être rempli un peu plus tard en 1922, à un moment où, avec l'apparition des ascenseurs, voilà, on va avoir le PLU va évoluer, enfin c'est pas le PLU à l'époque, mais bon, le règlement d'urbanisme, et va autoriser des hauteurs plus importantes. Donc ce bâtiment des années 20 est de 3 étages plus élevé que le bâtiment de proue, et donc c'était ces deux ensembles qui sont l'objet de ce projet de bâtiment. Sachant qu'on a déjà dans les années 90 une première restructuration, enfin sans doute pas la première, en tout cas une première mise en commun de ces deux bâtiments, très à l'image d'une restructuration des années 90. Je porte pas de jugement en disant ça, en tout cas on y retrouve par les matériaux, par la manière dont sont gérés aussi les extérieurs. Et puis, ce que vous aviez remarqué, je crois savoir, à l'étude de cet ensemble de deux bâtiments, c'est aussi toujours cette jonction entre les deux hauteurs de bâtiments et notamment entre les hauteurs d'étages. On est vraiment sur deux bâtiments qui fonctionnent pas sur le même, qui sont pas sur la même grille d'une certaine manière. On le voit bien sur cette photo, ces deux bâtiments qui à l'origine n'étaient pas du tout pensés pour être reliés, et donc qui avaient pour singularité d'être décalés d'un demi-niveau. Donc vous le voyez sur la photo, entre l'immeuble arrière et l'immeuble avant, on a exactement un demi-étage. Alors, c'était naturellement un des enjeux lors de notre intervention de voir comment améliorer la connexion entre ces deux immeubles. Et vous l'avez dit, qui avait déjà fait l'objet d'une rénovation dans les années 70, enfin d'une jonction. C'était le siège quand on l'a... C'est assez amusant parce que c'était le siège de la Française, qui est une compagnie d'assurance, et qui prêtait ses salles de réunion au sous-sol à la Fondation Palladio. Fondation Palladio, dans laquelle j'allais chaque année bien faire des présentations aux élèves de l'Institut Palladio. Et donc, c'est l'immeuble que je connaissais bien et que je pratiquais, et donc je pouvais voir effectivement le degré d'obsolescence. Et le hasard a fait qu'on a été appelé il y a quelques années pour répondre à un concours pour restructurer l'ensemble et de revenir et d'en venir retransformer un espace que je pratiquais depuis déjà 3 ou 4 ans. Avant de dire un mot sur ce concours, justement, sur les demandes du maître d'ouvrage, peut-être juste pour rester sur cette différence de niveau des deux bâtiments, comment est-ce qu'elle avait été envisagée dans le cadre de la restructuration des années 90, à partir du moment où on rassemble deux bâtiments qui ne sont pas sur les mêmes, dont les étages ne sont pas au même niveau, qu'est-ce qui avait été prévu est-ce que ça fonctionnait déjà, ou je crois savoir justement que c'était un des problèmes de dysfonctionnement. Alors pourtant, on peut imaginer qu'au moment où on les rassemble, ces bâtiments, on peut imaginer qu'il y ait déjà un travail là-dessus. Un travail qui avait été fait, mais je dirais peut-être en ayant suffisamment conscience de l'importance dans des immeubles de bureaux en particulier, où on a besoin de circuler fréquemment et de se repérer facilement, parce qu'il y a des gens qui viennent, des visiteurs qui ne connaissent pas forcément bien le lieu. Donc, la lisibilité d'un espace, d'un immeuble de bureau est très importante. Et effectivement, la façon dont ça avait été traité dans les années 90 n'était pas satisfaisante, parce qu'il y avait un noyau d'ascenseurs qui était positionné à la jonction, qui était entouré de toute une série d'escaliers qui permettaient de passer d'un niveau à l'autre, mais dans une
dans une très mauvaise lecture. Donc, on se perdait facilement, on ne savait jamais à quel étage on était. Et c'était vraiment une des faiblesses du plateau courant et qui a été une sorte de nœud de casse-tête sur lequel on a pas mal planché pour arriver à faire en sorte que cette fluidité soit quasiment naturelle et qu'on puisse avoir un passage d'un demi-étage à l'autre sans se perdre. Et Ouais. je ne sais pas, On, on voit à l'image là, effectivement, on devine la jonction et d'un bâtiment à l'autre et qui joue sur ce demi-niveau, effectivement. Euh, Plus largement, au-delà de la bonne liaison entre ces deux bâtiments, c'était quoi la demande du maître d'ouvrage? Remettre des bureaux au goût du jour, j'imagine que c'est déjà tout un programme. Oui, alors il y avait quelques diagnostics qui avaient déjà été conduits par le maître d'ouvrage et après, je dirais, il nous laissait une certaine latitude dans la consultation à venir élargir ce diagnostic et le compléter et y apporter des solutions. Il y avait, donc je l'ai dit, cette question de la connexion entre les deux immeubles. Il y avait un problème d'adressage, puisqu'en fait, l'entrée du bâtiment s'effectuait par le numéro 173, c'est-à-dire le plus haut à l'arrière, qui se trouvait être derrière un abribus assez peu visible, et avec, dès que l'on rentrait, des emmarchements qui faisaient qu'on descendait dans un hall. Tout ça était dans une facture assez daté d'un point de vue architectural et des espaces qui étaient pas très agréables. Là, encore une fois, nous, on est obligés de porter un jugement pour pouvoir, pour pouvoir améliorer les choses. Et il y avait également une conception du vide central qui avait été fait dans ce bâtiment des années 20, qui était très étroit, qui était assez peu lumineux, avec des dimensions qui ne respectaient pas les dimensions d'atrium, faisait que ces façades étaient des coupe-feu non ouvrantes et descendaient très profond jusqu'au niveau -2, avec une cour assez sinistre en fond de patio, qui était avec une végétation un peu moribonde, comme ça, qui ne voyait jamais la lumière, et des salles de réunion autour qui étaient enfoncées, même en dessous du niveau de jardin. Donc tout ça, elle faisait des espaces collectifs au niveau du socle qui était de très mauvaise qualité, et puis dans les étages, des bureaux qui étaient très mal éclairés, un problème de luminosité. Il y avait également une intention, une demande de valorisation meilleure des espaces extérieurs. Vous avez montré une photo qui montrait dans quel état de délabrement étaient les terrasses, parce que ça, c'est une pathologie que l'on corrige dans la plupart des interventions qu'on fait sur Paris. Dans les années 90, il n'était pas attendu d'un immeuble de bureau de donner accès à des terrasses, à des balcons, à des rooftops. Tout ça, ça paraissait dans le champ du logement ou de l'hôtellerie, mais pas celui du tertiaire. Donc là, il y avait une reconquête, une retransformation de ces étages supérieurs. Et puis enfin, il y avait un défi important, c'est que quand on fait des restructurations de ce type, il faut trouver un équilibre économique, bien sûr, parce que ce sont des investissements importants. Et cet équilibre économique va à la fois se trouver par un travail quantitatif et un travail qualitatif. Le quantitatif, c'est d'arriver à créer un minimum de mètres carrés complémentaires pour pouvoir augmenter le montant des loyers, qui lui aussi va monter du fait que les prestations vont être beaucoup plus qualitatives. Et donc, c'est toujours l'exercice auquel on doit se livrer pour pouvoir faire des interventions de qualité, parce que si tout ça finalement tourne mal, bien, on se retrouve à le faire de manière très, très réduite, avec très peu de moyens, et donc naturellement c'est assez limité, hein, on n'a pas doublé la surface, mais donc la surélévation, notamment que l'on a travaillé à l'angle, qui permettait à la fois de connecter le haut du bâtiment, puisque le bâtiment des années 20 dépassait et offrait un pignon aveugle assez disgracieux dans l'axe du boulevard
Haussmann, on voyait apparaître ce pignon enduit, pas très beau. Alors là, c'est la version après, mais dans l'image avant, on voyait, vous l'apercevez là sur cette vue, dépasser un pignon en béton sur lequel était écrit la française, donc ce n'était pas très, très heureux. Et donc là, un des défis était aussi de voir comment pouvoir surélever le bâtiment d'angle pour mieux le coordonner et l'aligner avec le bâtiment des années 20. Et ça, c'était un élément architectural assez délicat, assez complexe, qui était un des enjeux du concours. Je rappelle, vous qui nous regardez en direct, et là ça ne sera pas valable pour la rediffusion bien sûr, mais vous qui nous regardez en direct dans le cadre de cet enregistrement de notre deuxième épisode de Hors Concours le Zoom, vous participez également aux discussions. Vous pouvez vous aussi poser vos questions sur le projet qu'on est en train de montrer, peut-être plus largement aussi demander des points de vue techniques ou conceptuels à Philippe Chiambaretta, qui est notre invité pendant encore une petite demi-heure. Et puis voilà, je me charge bien sûr de les transmettre et de les lui poser. Donc je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver dans le chat, mais n'hésitez pas, que l'on puisse nourrir notre discussion ainsi. Philippe Chiambaretta, on va parler dans un instant du chantier. Peut-être juste un mot avant sur le concours en lui-même. Donc on commence à voir un petit peu les enjeux que vous avez identifiés et la manière dont vous y avez répondu. On y reviendra plus profondément tout à l'heure en regardant le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Mais peut-être voilà, sur ce concours, est-ce que c'était des choses évidentes? Vous nous parlez d'une surélévation que l'on voit actuellement, c'est-à-dire non seulement on a un étage de bureau en plus et par-dessus une couverture dont on pourra parler aussi qui est avec une matérialité assez remarquable dont on va pouvoir dire quelques mots tout à l'heure. Est-ce que ça c'était une demande explicite? Vos autres concurrents du concours l'ont fait aussi? Est-ce que c'était votre proposition spécifique? Il y avait une vraie demande de la part du maître d'ouvrage de proposer un traitement architectural à cette surélévation. Alors, je n'ai pas vu les autres copies, donc je ne sais pas ce qui a pu être proposé par ailleurs. Mais donc, c'était un des enjeux pour toutes les équipes, parce que je dis, à la fois, c'était une question d'insertion urbaine, de trouver par cette surélévation était à la fois, je le disais tout à l'heure, motivée par des questions économiques, c'est-à-dire arriver à ce que l'on crée de la valeur, à ce que l'on crée de la richesse pour pouvoir justifier les dépenses de transformation. Et puis aussi de pouvoir renforcer l'identité de ce bâtiment, vous l'avez dit tout à l'heure, qui était un bâtiment haussmannien assez banal, comme il existe des milliers dans Paris. C'est-à-dire pas d'une facture particulièrement exceptionnelle. Et donc, c'était aussi l'enjeu de donner une identité, de donner une force, quelque chose, une aura à ce bâtiment qui est un des enjeux pour un immeuble tertiaire, parce qu'un bâtiment de bureau, aujourd'hui, un siège social d'une entreprise doit incarner une certaine audace, c'est ce qu'on aime beaucoup faire avec délicatesse dans Paris, parce que dans un tissu historique délicat, dans lequel il ne s'agit pas de violenter. Donc, c'est trouver le ton juste de suffisamment d'audace sans vouloir être disruptif de trop, sans vouloir absolument être dans une expression égotique ou spectaculaire. Donc, comment rendre cet immeuble tout en le respectant plus contemporain, c'est le défi que chaque équipe a dû résoudre. Eh bien justement, on a une question de Marine sur le sujet qui nous demande qu'en est-il de la protection des façades, sachant que nous sommes en plein cœur de Paris. Pouviez-vous intervenir dans une certaine mesure ou alors pas du tout? Et peut-être d'ailleurs on peut commencer à voir les images du chantier où on a l'impression que plutôt pas du tout. Les façades ont vraiment été conservées en l'état. Alors oui, les façades ont été conservées, mais il faut savoir en fait que quand on voit ces images, on pourrait imaginer qu'on est dans un cadre typique de façadisme. Ce n'est pas le cas dans le sens où… J'allais vous le demander. Non, mais j'anticipe votre question, ou en tout cas cette question. Déjà, il faut savoir que vous le disiez tout à l'heure, cet ensemble avait déjà fait l'objet d'une restructuration. Donc, en fait, c'est un petit peu… On est revenu à l'état de ce qui était les planchers d'origine, les structures d'origine,
qui avait été conservé par la précédente intervention. Donc, on a préservé tout ce qui existait de l'époque haussmannienne de sa construction et enlevé et déconstruit ce qui avait été rajouté dans les années 90 pour en reprendre la forme. C'est-à-dire qu'en fait, je le disais, la taille du patio intérieur qui avait été construit était très étroite, apportait très peu de lumière, avec des façades qui étaient en plus très datées, très peu performantes, et une passoire thermique, donc peu de lumière, beaucoup de froid. Notre réflexion était de dire agrandir ce patio, ce qui a signifié d'ailleurs accepter de perdre de la surface, et donc pour reconstruire un cœur d'immeuble beaucoup plus lumineux, beaucoup plus généreux et plus lumineux. Et justement, le fait de surélever le bâtiment de proue a permis de compenser cette perte de sorte à la fois avoir que des surfaces qualitatives. Alors, les façades, bien sûr, étaient protégées. On les a plutôt rénovées, restaurées, remis en l'état. Et le travail de surélévation du bâtiment haussmannien de proue a fait l'objet de longues discussions avec des ABF. C'est une mise au point qui a été très, très minutieuse, dans laquelle il y a eu beaucoup d'échanges avec la commission du Vieux-Paris également. Donc, bien évidemment que ça a été un travail très concerté et qui a duré à peu près 6 mois, donc un projet assez long à mettre au point. On a une autre question, c'est QT5217, dont je salue le pseudonyme, qui nous dit « Bonjour, est-ce qu'il y a eu des innovations énergétiques particulières mises en place hors certification ?» nous demande QT5217. Sur le plan énergétique, on a déjà fait un travail important qui a consisté à réduire beaucoup les besoins de consommation du bâtiment par rapport à ce qu'il était, puisque c'est un bâtiment qui était très mal isolé et qui en plus qui était très, très peu lumineux, donc qui appelait à une consommation importante d'éclairage artificiel. Donc, mais alors, sans isoler par l'extérieur, évidemment, et sans ouvrir plus les fenêtres, évidemment, puisque, comme vous nous le disiez, on conserve les façades, comment est-ce que l'on améliore la qualité thermique d'un tel bâtiment ? Sur les façades haussmanniennes, on a procédé à une isolation par l'intérieur, un doublage des murs. Et les façades nouvelles que l'on a créées à l'intérieur de l'îlot, elles ont été conçues pour être à la fois très performantes par le choix de vitrage que l'on a mis en œuvre, et à la fois très lumineuses par un dispositif de conception façade un peu catadioptrique, c'est-à-dire qui maximise les transferts de lumière d'une façade à l'autre et qui fait que tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui est l'exact opposé du bâtiment avant travaux, les façades à l'intérieur du patio sont aujourd'hui plus lumineuses que les façades extérieures. C'est-à-dire on a inversé la situation avec un cœur d'îlot beaucoup plus lumineux. Donc déjà, on a dramatiquement réduit les besoins à la fois en éclairage naturel, en éclairage artificiel, pardon, et puis en chauffage et en thermique, puisque on est beaucoup moins déperditif. Voilà. On remercie QT5217 qui, en réalité, il nous donne son vrai nom, c'est José, José Pereira, qui Zoom a pris son code interne, nous dit-il. Il nous dit aussi qu'il travaille chez NJ Solutions et du coup, on comprend effectivement d'autant mieux le lien avec la question. Vous évoquiez juste avant le travail effectivement sur la proue du bâtiment et notamment ces derniers étages assez sublimés. On voit là peut-être en image, alors j'imagine que c'est la structure du dernier niveau de bureau avant l'atrium, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu du coup, on ne reproduit pas le schéma d'un bâtiment haussmannien, vous n'avez pas conçu en pierre de taille ce dernier étage ? Alors, en fait, on a surélevé le bâtiment de 3 étages. Vous avez peut-être des visuels, celui de la proue qui permet peut-être de le décrire. Là, on est sur le dernier niveau. Alors, les 2 derniers niveaux sont en structure métallique et
on a fait 3 étages. Donc, un premier niveau qui, lui, est en structure, vous le voyez là dans cette vue. Le dernier étage de pierre que vous voyez dans cette image-là est en fait neuf. Donc, ça a été une extension, quand on regarde les détails, avec une interprétation plus simplifiée, plus contemporaine de la façade et des baies, donc dans laquelle on ne trouve pas tous les trumeaux et les détails haussmanniens classiques, donc une version un peu plus épurée, et 2 niveaux donc, de façade de cette coque en verre qui mesure 2 niveaux. Dans les premières esquisses, la totalité des 3 étages était recouvert par ce dôme de verre. Et c'est dans une mise au point avec les ABF qu'ils ont considéré que la proportion de la surface vitrée par rapport à la surface de pierre était trop importante. Et donc, on a rééquilibré en ayant une partie minérale et la partie en verre pour que le dôme soit mieux proportionné par rapport à l'ensemble. Donc là, c'est typiquement ce qui a été l'objet de ces négociations, de ces mises au point. Donc, les 2 derniers niveaux sont en fait donc, avec une structure métallique sur laquelle repose une résille autoportante qui tient ces écailles de verre, donc, qui a fait l'objet d'un développement assez poussé avec le bureau d'études Van Santen, de sorte que ce ne soit pas une structure avec des vitrages, mais que ce soit la résille qui elle-même se tienne toute seule et soit comme un dôme de verre, alors qui, on le verra peut-être sur des visuels plus tard, ne sont pas fermés, c'est-à-dire c'est un deuxième manteau qui abrite des terrasses. On va y venir effectivement dans un petit instant, juste pour terminer sur cette image-là où on voit des IPN qui forment une structure. Oui. Là, on est sur le dernier niveau en pierre ou alors déjà on est au-dessus? Là, on est là sur le dernier niveau, sur la toiture du dernier niveau vitré. D'accord. Donc, vous voyez, il y a ensuite des façades qui viennent sous ces poutres et qui sont des façades escamotables, qui sont entourées de terrasses. Donc, on a ça sur ce dispositif sur 2 niveaux successifs, c'est-à-dire que sous la verrière, on a des grandes salles de réunion qui sont entourées de terrasses et qui sont protégées par ce manteau de verre. Et pour terminer sur la question du chantier, vous nous parliez de la cour intérieure du bâtiment dont, alors si je ne dis pas de bêtises, j'ai essayé de me repérer entre les photos anciennes et les photos nouvelles. On est là sur ce qui a pris place en lieu et place de l'ancien jardin, c'est ça que voilà. Vous ne vantiez pas les qualités du jardin. Voilà, en fait, le sol de ce que l'on voit à l'écran et correspond au niveau du sol où il y avait à l'époque je crois que parler d'un jardin est peut-être un peu excessif, mais c'est un espace extérieur, je dirais. Ouais. Et donc, on a fait ce choix déjà de lui donner un triple volume, de l'agrandir considérablement parce qu'on avait un rectangle très étroit, très sombre. Donc, on a créé une cour une géométrie, vous voyez, quasiment octogonale, qui fait que les bureaux autour vont trouver beaucoup de lumière. On descend jusqu'au -1 et on a positionné cette verrière au plancher haut du premier étage, ce qui donne donc un volume en triple hauteur et qui va constituer le lieu de vie de cet immeuble. Ça, c'est un des objectifs ou des constantes que l'on cherche dans tous nos projets, c'est de créer cette place du village qui est le lieu du collectif, de la sociabilité dans l'immeuble de bureau, en dehors des espaces individuels, personnels qu'on a sur les plateaux. Et donc là, ça n'existait pas. C'était un des obsolescences, des signes d'obsolescence du bâtiment à l'époque, où on avait un schéma assez simple. Il y a le hall d'entrée où on accueille les visiteurs et puis des salles de réunion et puis chacun monte dans son bureau. Mais il n'y a pas de lieu du vivre ensemble. Et donc là, ce dôme qui ressemble un peu à un lobby d'hôtel a été un des gestes forts et caractéristiques de notre proposition. Lumineux, parce que éclairé par une verrière, et qui donne à voir sous cette verrière, parce que dans cet espace, les façades qui s'élèvent au-dessus sur 6 étages.
Et donc, on le verra dans des images, dans les photos après, qui contribuent à amener à la fois une vision, parce que c'est assez, il faut que ce que l'on voit soit qualitatif, et puis aussi de la lumière, parce que ces façades ont été conçues spécifiquement pour faire descendre la lumière, un maximum de luminosité dans cet atrium. Voilà, et on le voit à l'écran, l'atrium aujourd'hui, effectivement, et vous parliez du lobby d'un hôtel, effectivement, on s'y retrouve, on s'y retrouve plutôt, et voilà pour la vue qu'on en a depuis les étages du bâtiment aujourd'hui. On va parler maintenant du... Si je Pardon. peux peut-être, Oui. David, vous interrompre, je pense que cette vue est assez intéressante pour illustrer le propos que je tenais. On voit, donc vous imaginez en lieu et place de ce qu'on a à l'écran, on avait un patio, un patio central qui était beaucoup plus étroit, rectangulaire, qui descendait tout droit, comme un rectangle d'à peu près de moitié de cette surface-là. Et là, on voit une partie de ces façades qui donc constitue comme un prisme lumineux avec ces façades blanches qui aussi présentent des arêtes, un peu comme des prismes. Prisme d'ailleurs qui rappelle la géométrie de la verrière elle-même. Et chaque façade a cette particularité du coup d'avoir sa propre orientation. Et lorsque l'on a la course du soleil qui va venir éclairer cet atrium, eh bien, il y a toujours un des côtés qui est éclairé, et ces façades, par leur conception, vont réfléchir la lumière du soleil sur les autres et faire une sorte de mise en abîme et d'intensité lumineuse qui va descendre jusqu'au niveau -1. Et ça, c'est un dispositif que l'on avait avec un autre dessin, mais inventé ou découvert dans la conception du cloud. On avait là aussi les 11 étages empilés, et le grand défi, c'était de trouver une conception des façades qui produisent de la lumière. C'est presque comme si on augmentait de la lumière naturelle par la façade. Je rappelle que vous êtes avec nous pour encore un petit quart d'heure, Philippe Chiambaretta, et ça nous laisse la place encore à quelques questions de vous qui nous regardez, bien sûr. Vous participez aux discussions, et voilà, on vous invite à nous faire part de toutes vos remarques, commentaires, questions précises sur ce bâtiment ou un petit peu plus large posées à Philippe Chiambaretta, que je me charge de transmettre. Pour ça, il vous suffit de les laisser dans le chat de la discussion que nous sommes en train de mener. On en vient, je le disais, à cette dernière partie où on parle du bâtiment aujourd'hui tel qu'il est, et puisque vous évoquiez au tout début, parmi les enjeux de cette rénovation, l'idée de magnifier l'entrée, on le voit bien avec l'image ici. On n'est pas dans l'entrée en sous-sol qu'on n'a pas vue, mais qu'on imagine effectivement autrement, moins attirante que ce lobby-là. Surtout qu'ici, on est en proue du bâtiment, là où la première entrée, vous nous le disiez, était plutôt sur le côté. Voilà, alors des volontés qu'on a mis en œuvre était de réadresser le bâtiment. Je le disais tout à l'heure, vous avez vu les photos à l'origine avec cette position en proue à l'angle de ces deux rues. Eh bien, on s'est dit que c'était quand même l'endroit un peu idéal pour faire rentrer les visiteurs et les gens qui travaillent dans cet immeuble, parce que il y a une présence assez forte de cette pointe, et ensuite de pouvoir aller, en rentrant dans le bâtiment, découvrir l'atrium que vous avez vu tout à l'heure avec ce grand volume sous verrière, et on arrive donc à mi-niveau. Donc on découvre un peu, après l'entrée, ce grand volume avec une vue plongeante et la verrière qui est quand même encore un étage au-dessus. Ça, la photo qui est à l'écran, voilà, quand vous êtes dans l'atrium, vous arrivez à mi-hauteur, à la hauteur du haut de l'escalier. Mais vous êtes passé d'abord par l'entrée, par le hall, qui est l'image suivante, donc avec ce grand lustre, vous voyez, donc, qui est une sorte de préfiguration ici artificielle de ce dôme de lumière qu'on va retrouver après. Et là, vous voyez au sol, le motif géométrique que l'on a inscrit dans le sol de ce hall d'entrée, en fait, reprend l'axe des deux rues. Donc, c'est une sorte de retranscription simplement du boulevard Haussmann et de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui sont ici redessinés dans le sol et vont permettre d'organiser les flux, de composer la banque d'accueil, et ensuite on a voulu magnifier un petit peu cet espace d'entrée qui était un peu bas de plafond par ce grand lustre qui a fait l'objet d'une conception assez soignée, avec
un des designers qui travaille en permanence avec notre agence qui s'appelle Agent M, et avec lesquels on a conçu ce lustre fait d'un grand nombre de petites facettes dont la géométrie rappelle aussi celle du sol. Donc, tout ça est un jeu un peu de fractal. Et d'ailleurs, ce volume-là se retrouve ensuite au premier étage. Donc, on a par une sorte de meuble autour duquel on vient s'asseoir et se reposer. C'est une espèce un peu de lounge au-dessus du hall d'entrée. Donc, effectivement, c'est toujours un exercice aussi délicat quand on fait un immeuble de bureau de trouver le bon adressage et la bonne scénographie de l'entrée et de l'expérience qu'on va proposer aux visiteurs. Puisqu'on en est sur les questions, jusque la moquette que vous nous présentiez à l'instant, quel est votre travail à vous, l'agence PCA Stream, dans le cadre d'un travail comme ça sur un bureau en particulier? On sait que les bureaux, souvent aussi, on peut être amené à les construire un peu comme une coquille, et puis c'est l'occupant qui va lui-même choisir son aménagement. Je sais par ailleurs que vous travaillez assez souvent avec l'agence RF Studio. Alors, comment est-ce qu'entre PCA Stream, RF Studio et puis peut-être les futurs occupants, vous vous répartissez le travail d'aménagement des espaces intérieurs? Alors, c'est vrai que l'industrie tertiaire est structurée souvent avec des bailleurs, c'est-à-dire des investisseurs qui achètent, qui rénovent des immeubles, et ensuite il y a un preneur qui vient louer. Très peu d'entreprises aujourd'hui sont propriétaires de leur bureau, de leur siège social. Donc, on travaille au début sur la conception d'un immeuble dit en blanc, c'est-à-dire on rêve d'un utilisateur ou de plusieurs utilisateurs à venir. Donc, on doit concevoir un immeuble qui va pouvoir s'adapter à différents scénarios. C'est ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on ne sait pas au début, quand on conçoit l'immeuble, si ce sera un seul preneur, 2, 3 utilisateurs. Et donc, on conçoit avec des crash tests en disant « et si ça se passait comme ça, est-ce que l'architecture est résiliente à pouvoir s'adapter à ces différents scénarios ?» Alors, il nous arrive très souvent, depuis une dizaine d'années que l'on fait ce métier, c'est-à-dire qu'on a pas mal de projets tertiaires, d'avoir en cours de route une entreprise qui décide de louer cet immeuble et de vouloir s'y installer. Et très souvent, ça a été le cas sur ce bâtiment-là, en cours de chantier. Eh ben, pardon, je me permets de vous interrompre parce que en fait, mes pensées se sont fusionnées avec celles de Vincent, visiblement, qui nous remercie pour cette discussion et qui nous demande justement si l'entrée a été conçue pour la Banque Lazare ou bien si vous l'aviez déjà envisagée dès le départ de cette manière. Non, l'entrée avait été complètement imaginée dès le départ. Et donc, effectivement, en cours de quelques mois ou peut-être un an avant la livraison du bâtiment, mais le chantier a duré plus de 2 ans, donc on était déjà dans le gros œuvre et toutes les grandes orientations, tous les grands principes avaient été fixés. Donc, Lazare est intervenu en se positionnant pour y déménager leur siège social, cette banque d'affaires très connue qui est basée principalement à Paris et à New York, avait déjà ses bureaux un peu plus bas sur le boulevard Haussmann et a visité le chantier. Je leur ai présenté le projet tel qu'il allait être à la fin. Et donc, ils ont confirmé leur souhait de s'y installer et nous ont demandé un certain nombre d'adaptations architecturales, mais assez mineures. C'était sur la localisation de salles de réunion. Donc, on déplace à ce moment-là les gaines pour avoir un peu plus de clim sur les salles de réunion, mais rien qui était une remise en cause du projet. Donc, le hall était déjà là. Et pour répondre à votre question, lorsque ça se passe bien, là, c'était avec Mathieu Pigas et Jean-Louis Giraudol, les 2 présidents de Lazare à ce moment-là. Donc, ils ont choisi de nous confier l'aménagement des bureaux avec, en particulier, nous, on s'est occupé de tout ce qui était les parties publiques et communes, c'est-à-dire le hall d'entrée et c'est l'aménagement de ce grand atrium, toutes les salles de réunion, les salons de réception qui sont au rez-de-chaussée. Et le travail dans les étages. Donc, on a choisi conjointement avec Lazare de travailler avec Rami Fischler, donc RF Studio, qui est donc une agence et un designer qui partagent le même intérêt que l'on a pour les usages, les mutations d'usage, donc de ne pas travailler principalement ou prioritairement sur le style et sur sa création, mais surtout répondre aux besoins des usagers. Et donc, Rami s'est occupé de l'aménagement des plateaux. Et alors, on va continuer notre déambulation dans
bâtiment terminé. Un mot peut-être, alors bon, on arrive à la fin de notre discussion, alors j'essaye de faire avancer les images et peut-être évidemment les espaces extérieurs. Alors on est sur une mise à jour, on voit bien la mise à jour par rapport aux premières images qu'on avait vues tout à l'heure de la terrasse des années 90, avec l'intervention aussi de Sous les fraises qu'on commence à retrouver dans pas mal de projets parisiens désormais, parisiens notamment, mais pas que si je dis pas de bêtises, qui est une entreprise en charge de faire de l'agriculture urbaine, d'utiliser des toitures de bâtiments pour y faire des plantations. Là encore, est-ce que c'est en lien direct avec votre travail de mise en œuvre, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui, pour le coup, a été posé après coup, ou une demande du maître d'ouvrage? Non, 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 c'est naturellement, ça fait partie dès le début de la réflexion que l'on a menée sur la valorisation de ces terrasses. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on retrouve dans tous nos projets. Il y a aujourd'hui un vrai engouement, un vrai besoin, une envie des utilisateurs. Et la pandémie du Covid n'a fait que d'accélérer ou de renforcer ce soin. C'est-à-dire que le besoin de trouver des extérieurs est aujourd'hui une constante très forte dans les attentes des utilisateurs. Donc, l'aménagement de la reconquête de ces terrasses, le fait d'en faire, c'est un très bel espace avec une vue à 360 degrés sur Paris. On a réussi à compacter tout ce qui était locaux techniques, groupe de clim pour les masquer, les rendre invisibles et de dégager la plus belle surface d'usage. Et donc pour des cocktails, pour des événements, pour des dîners, c'est un lieu qui est très utilisé par la Banque Lazare. Et le travail que l'on a engagé avec Sous les fraises faisait partie de notre réflexion en amont, avant même qu'on connaisse Lazare. Et c'était des dispositifs qui n'étaient pas juste du verdissement, mais qui ont permis avec ces sortes de mobiliers végétaux de pouvoir recueillir l'eau de pluie, la filtrer, s'en servir pour l'arrosage des différents jardins, pour même l'eau des toilettes, et de créer un refuge de biodiversité qui est assez dense et qui se développe très bien. Donc là, on n'a pas de production agricole, on n'est pas sur du potager. Donc c'est plutôt une innovation sur la filtration de l'eau et sur des refuges de biodiversité. On a une question, je pense que ce sera la dernière question. Elle nous est posée par Marie et on peut peut-être tenter d'y répondre déjà par l'image. Elle nous demande, Marie, si au niveau des usages, qu'est-ce qui se passe dans le dernier espace en haut? Et elle nous demande, Marie, également, si ce dôme est fermé. Et alors, on a voilà, une image pour lui répondre. Non, donc vous l'évoquiez déjà un petit peu tout à l'heure, c'est un espace ouvert qui est juste abrité par les panneaux de verre. Voilà, c'est un espace qui est couvert mais ouvert. On voit ce sont comme des écailles qui sont suspendues sur cette résille que vous voyez qui est autoportante. Donc, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de menuiserie. C'est une structure qui porte ces accroches qui elles-mêmes tiennent ces plaques de verre qui ont l'avantage de couper le vent. Et la pluie ruisselle sur ces écailles sans pénétrer sur l'espace intérieur, mais quand même, on n'est pas climatisé. C'est un espace qui est tempéré, qui est assez agréable l'été parce que le vent, quand même, passe et rafraîchit. Ça ne fait pas du tout un effet de serre et on peut même y sortir sans être mouillé lorsqu'il pleut. Et en fait, ça couvre des espaces de réunion qui sont donc sur 2 niveaux, chacun étant entouré, on le voit là, de terrasses. Donc, ces façades sont des façades, des portes coulissantes qui s'escamotent, donc qui peuvent entièrement être retirées, et de sorte qu'on fasse rentrer même les terrasses extérieures dans l'usage. Et donc, c'est aujourd'hui la salle du conseil de la Banque Lazare qui se trouve au tout dernier niveau. Et puis, en fait, en dessous, on a encore un peu plus large, une deuxième grande salle de réunion avec même ces terrasses, et le tout conduisant par un escalier extérieur directement au rooftop que vous avez vu dans les images précédentes, qui est aussi accessible par un ascenseur direct. Donc, il y a une très bonne fluidité, une accessibilité on n'arrive pas toujours à le faire,
hein, c'est parfois assez compliqué d'arriver jusqu'au toit. Mais là, dans ce bâtiment-là en particulier, ça marche incroyablement bien parce que depuis le premier bâtiment, on monte par un escalier très très simple sur le grand bâtiment et on y arrive aussi par un ascenseur. Et je crois que, est-ce que j'ai répondu à vos deux dernières questions? Ouais, vous avez répondu, c'est un espace fermé et on y fait, voilà, ça peut être utilisé comme salle de réunion. Question subsidiaire par rapport à celle que Marine nous posait. On est bien d'accord que c'est pour un usage interne, hein, c'est pas quelque chose qui est ouvert à tous. En l'occurrence, l'usager aujourd'hui de ce bâtiment, la Banque Lazare, l'utilise peut-être pour, j'imagine, des réceptions, des congrès ou alors en interne pour des réunions. Je ne sais pas si vous avez cette info là qui ne dépend que du preneur d'une certaine manière. Oui, enfin, j'ai l'information parce qu'on a gardé de très bons termes avec la Banque Lazare, qui a la chance et est très content de l'usage de ces bureaux. Donc, on nous y invite régulièrement, on nous le met à disposition lorsqu'on veut le montrer à d'autres clients pour venir visiter des références. Donc, ils font très régulièrement des événements sur la terrasse. J'ai assisté à un certain nombre. Il y a une salle de restaurant qui donne directement sur le rooftop ou avec une cuisine privative où ils reçoivent leurs clients ou collaborateurs. Les salles à la pointe sont, donc, je le disais, des grands meeting rooms, et notamment la salle du conseil. Mais ce n'est pas effectivement accessible au public. Ce n'est pas un ERP, ce n'est pas un restaurant ou un espace qui est ouvert au quartier. Bon, c'est assez difficile d'imaginer de rendre le rooftop de la Banque Lazare ouvert à tout le monde. C'est quand même des métiers extrêmement particuliers dans lesquels la confidentialité est la règle la plus stricte. Hein. C'est vraiment très important parce que les opérations de fusion-acquisition, c'est une banque d'affaires qui s'occupe de fusion-acquisition en particulier. Et donc, il est très important que tout ça reste secret. Et on a dû même, dans la conception des salons d'accueil, s'assurer que personne ne savait qui était dans l'accueil d'à côté. Enfin, il y a toute une procédure pour assurer cette garantie qui, naturellement, exclut la possibilité que le chaland puisse rentrer dans la banque. Et ben voilà, merci beaucoup Philippe Quimbaretta. Hors concours le Zoom, c'est terminé. On espère que le moment vous a plu. N'hésitez pas à nous en faire un petit retour. Envoyez-nous un mot sur les réseaux sociaux de Thema.archi et d'Equiton. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour vos messages et questions. J'espère en avoir pris suffisamment. J'ai essayé d'en prendre le maximum. Peut-être, tiens, celle-ci pour terminer, c'est Jocelyn qui vous dit « Bravo Philippe ». La cour hexagonale est un coup de génie, rien que ça. Voilà, il y en a encore quelques autres et on vous en remercie. Voilà, des félicitations et des remerciements de la part de nos spectateurs et à notre tour de les en remercier. Un grand merci à vous, Philippe Quimbaretta, ainsi qu'à votre équipe, Pauline Rieuf, Tiffaine Riva et Lucie Wix, qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de cette discussion. Les photos que nous avons vues ont été prises par Jean-Philippe Mesguen et Salem Moustefaoui. Je rappelle que le podcast que nous avons enregistré ensemble il y a 2 ans est encore disponible à la réécoute. Ça se trouve sur internet www.podcast.archi/hors-concours ou alors en tapant hors concours sur votre moteur de recherche et sur toutes les plateformes de podcast. Vous y retrouverez également l'intégralité des 15, bientôt 16 épisodes et notamment le dernier avec l'architecte Simon Tessou. Je remercie Equiton qui nous a permis de faire cette émission. Un énorme merci pour leur collaboration et pour leur confiance. À Pascal André et Adrien Jourdain. Merci également à Mélina Mekchiche et Delphine Mogui. Du côté de Théma Prod, Marie Crabier a préparé cette émission et puis à la réalisation, il y avait les deux Pierre Fonbonne, Pierre Lally, qu'on remercie et qu'on salue, ainsi que Clémence Roquebert qui coordonnait l'ensemble. Gabriel Maujean était en charge de l'habillage graphique. Et puis c'est Margot Gessler qui était à la modération des commentaires. Merci à eux tous et merci à vous tous de nous avoir suivis encore une fois. À très bientôt. Salut!